que je suis depuis plusieurs, plusieurs mois déjà. D'accord, Je Pierre, suis toutes abonné. mes excuses, mais le son est un peu faible à notre niveau, s'il vous plaît. Ok, ça peut aller? Oui, ça peut aller. Ok. Donc, je disais, je salue mon confrère Abdou Sem, que, que je suis depuis quelques mois déjà. Je suis abonné à sa chaîne YouTube. Je pense qu'en Afrique de l'Ouest, et si un géomaticien ne connaît pas Abdou Sem, c'est que il est passé à côté de quelque chose. Ok, je vais rapidement aller dans le vif du sujet. Alors, la thématique ici qui nous réunit, c'est la géomatique et l'intelligence artificielle qui viennent surtout pour aider les sciences de l'environnement à résoudre les problèmes les plus complexes que nous rencontrons. Voilà. Alors, ma présentation va s'articuler autour de 5 points globalement. D'accord? En introduction, nous allons définir donc, ce que c'est que la géomatique, l'intelligence artificielle et cette synergie-là, ce que ça engendre. Et ensuite, les domaines d'intervention de l'IA en géomatique. Nous allons présenter les cas d'usage. J'ai parcouru une, une grande partie, une petite partie, je vais dire, de la documentation que j'ai sorti quelques pépites pour vous. J'espère que vous serez intéressés. Ensuite, les outils révolutionnaires que j'ai eu à rencontrer qui servent donc cette synergie, qui permettent donc d'aller beaucoup plus loin que ce que nous avons l'habitude de faire depuis toujours. Ensuite, nous allons déboucher sur la conclusion qui présentera les défis auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de cette synergie. Et il y aura un petit bonus pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans, dans cette recherche, dans cette perpétuelle éducation que nous tous nous essayons de faire. Voilà. Alors, comme le confort l'a si bien défini, la géomatique, c'est les sciences et les technologies qui permettent donc de collecter, de stocker, d'analyser, de diffuser l'information géospatiale. Alors, au départ, la géographie, les sciences de l'environnement ont eu besoin donc de l'informatique pour, pour venir donc appuyer donc les études, les problématiques qui étaient des enjeux assez importants Oh pour, God. pour résoudre les problèmes Ouais. de l'environnement et pour permettre une bonne Aïe. prise de décision. Et c'est là qu'est née la géomatique, donc qui est une contraction entre la géographie et l'informatique. Et par la suite, l'intelligence artificielle est venue donc pour elle, elle est venue apporter donc cette capacité d'imiter donc le processus cognitif humain, permettre donc de, 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 de donner cette capacité à un système de pouvoir réfléchir à la place de l'humain et aller beaucoup plus loin que ce que l'humain faisait auparavant. Alors, donc c'est cette synergie entre la géomatique et l'intelligence artificielle qui est née le thème Sheo AI, qui est en vogue actuellement, qui, qui est de plus en plus développé par les manières donc de l'industrie de la géomatique comme SRI et autres. Donc, le Geo AI, c'est une fusion entre la géomatique et l'intelligence artificielle, en particulier l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond avec les technologies géospatiales qui viennent pour analyser les données géographiques complexes et donc pouvoir en extraire donc des informations pertinentes pour une meilleure prise de décision et très rapide. Voilà. Et donc, dans, en intelligence artificielle, euh, nous avons machine learning, le machine learning qui est l'apprentissage automatique. Et dans cette thématique, nous avons donc euh, le deep learning qui est l'apprentissage profond. Et ensuite, nous avons une série donc de spécialités qui sont l'IA générative, réseau de neurones, les large model language, les, les traitements de langage naturel, les visions par ordinateur. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui est mise en œuvre toujours pour imiter donc le processus cognitif humain et pour permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que nous faisions auparavant. Alors,
Alors, GeoAI est venu donc à point nommé. Et quelque part, c'est bienvenu parce que nous sommes venus à une ère où nous avons une grande quantité de données à traiter et dans un laps de temps pour une meilleure prise de décision. Donc, c'est venu, donc l'intelligence est venue à point nommé pour vraiment booster et optimiser donc et rationaliser donc tout ce qui se faisait auparavant. Donc GAI permet donc aujourd'hui d'améliorer la qualité et la précision des données existantes, de générer des données spatiales riches, beaucoup plus riches en termes de données attributaires et des caractéristiques de chaque objet, chaque donnée, et de résoudre donc les problèmes spatiaux les plus complexes que nous pouvons connaître. Alors, et elle permet donc de travailler avec du test, d'accord? Et avec du test, il arrive à faire des choses, faire résoudre des problématiques ou bien proposer une cartographie. Et par la suite, elle permet également d'extraire également du test d'une donnée existante. D'accord? Un peu comme une cartographie topographique vieille de plusieurs années. Permet donc d'extraire donc, du test de cette cartographie-là, de cette image. Voilà. Elle travaille également essentiellement avec de l'imagerie, donc de la télédétection, comme l'indiquent les images qui sont juste à droite là. Et ensuite, les vecteurs et les tables attributaires travaillent. Ça, c'est connu de nous tous que l'intelligence artificielle permet donc et aide donc à travailler beaucoup plus rapidement avec une grande quantité de données vecteurs et tabulaires. Et ensuite viennent donc les nuages de points, LIDAR, qui permettent d'aller donc dans la 3D et d'implémenter des choses les plus impensables auparavant. Voilà. Alors, nous allons passer donc au domaine d'intervention de l'IA en géomatique. En premier lieu, nous avons l'analyse et la prédiction avancée. Et là, c'est la détection des modèles complexes, la prévision des rendements agricoles, l'anticipation dans le développement de nos villes et l'impact des changements climatiques sur les différents écosystèmes. Nous avons également la détection des anomalies. Elle permet également d'aller beaucoup plus vite de traiter des données spatiales et identifier donc les valeurs aberrantes, temporelles, même spatio-temporelles. L'automatisation géospatiale, la détection et l'extraction d'objets, des bâtiments, des routes, des cultures et une segmentation d'images est possible grâce à l'intelligence artificielle. Ça, nous le faisions avant sans savoir même que c'était l'intelligence artificielle, mais on l'appliquait sans le savoir. Et c'est après et plusieurs recherches, après plusieurs études, qu'on s'est rendu compte que c'est de, c'est, c'est le processus cognitif de l'être humain qui était mis en œuvre par ces différents algorithmes que nous utilisons dans nos différents logiciels comme Envy, comme EDAS et autres là. C'est ça. Ensuite, des assistants IA, voilà, qui viennent donc, en plus du langage naturel dont mon confrère a donné l'exemple tout à l'heure, ChatGPT et autres là, qui viennent pour permettre donc une intégration des données SIG, une facilité d'intégration des données SIG, de générer des requêtes SQL, même des styles de cartographie via des commandes conversationnelles. Tout ça est possible aujourd'hui grâce au GUI qui vient donc nous permettre de nous faciliter beaucoup plus la vie et de nous rendre beaucoup plus paresseux. Alors, il y a les plateformes IA natives également qui sont de plus en plus développées, c'est-à-dire qui ne sont pas développées dans un environnement SIG et qui sont en dehors donc de notre écosystème habituel et qui permettent quand même de faire de la cartographie, de l'analyse des données. Les deux exemples que j'ai trouvés, c'est Mundi et c'est GeoGPT, qui permettent donc de créer des cas d'analyser des données, rien qu'avec les tests qu'on lui donne. Voilà, qu'on leur donne. Alors, il y a également la vision par ordinateur, la reconnaissance d'objets et l'extraction d'informations visuelles à partir de photos ou d'images satellites pour appuyer les relevés de terrain. Et il y a également la génération de scripts et de code. Donc, dès que vous avez une problématique, vous êtes en train de travailler sur un projet SIG, vous avez une problématique et vous avez une situation où vous devez faire des traitements ou des process qui doivent s'enchaîner, vous pouvez demander à une intelligence artificielle de vous générer donc un script ou un code, voilà, et Python ou dans n'importe quel langage que ce soit,
pour vous permettre donc de, de- d'avoir les lignes de code nécessaires pour pouvoir rapidement faire votre travail et aller beaucoup plus vite et avancer. Alors, ensuite, nous allons tomber donc sur les cas d'usage et les outils GeoEI qui sont, que j'ai pu retrouver donc dans mes différentes recherches, dans les différentes lectures, qui viennent donc pour permettre d'avoir un peu plus d'idées sur ce que c'est que GeoEI et de voir également jusqu'où peut aller cette problématique ou bien ce développement. Alors, la première thématique est l'agriculture et la sécurité alimentaire. Donc, l'intégration de la géomatique et de l'IA transforme l'agriculture, permettant donc des pratiques plus efficientes et une meilleure résilience face aux défis climatiques et démographiques mondiaux. Alors, et il y a deux projets en termes d'agriculture de précision, il y a deux projets qui ont attiré mon attention. Il y a Climate et Fieldview de Bayer et Satelligence au Ghana qui sont des outils qui sont qui ont été développés, qui sont reliés donc, qui permettent donc grâce euh, aux drones, aux images satellites et à l'IA d'optimiser les rendements et de réduire et, et l'usage des intrants donc sur les cultures. Voilà. Le second projet, l'autre projet qui a attiré mon attention dans la thématique de la détection précoce des maladies, euh, c'est c'est Plant Village Nuru du Kenya. Alors, l'IA qui est développée à ce niveau analyse l'image satellite pour les drones. Donc, des prises de vue sont faites où des données existantes d'images satellites sont utilisées pour identifier les maladies des cultures avant leur propagation. Et donc, c'est pour des espaces de terre beaucoup plus étendus que ce que nous avons l'habitude de voir. Vous avez 1000, 10 000 hectares de terre. On ne peut pas aller d'hectare en hectare. Il faut des outils comme ça pour aller beaucoup plus vite et de pouvoir optimiser le temps et vos ressources. Alors, en termes de gestion des ressources naturelles, pour la protection de la biodiversité, je suis tombé sur Smart Conservation Tool, qui est une technologie géospatiale et couplée de l'IA qui vient renforcer la protection des espèces et des habitats en identifiant les zones critiques à l'instar donc de ce que je présente actuellement. Et donc, en termes de gestion de l'eau, nous avons, ça c'est en Afrique de l'Ouest, Servir West Africa, c'est un outil euh, pour le suivi donc des ressources hydriques. Donc, c'est de l'intelligence artificielle, mais couplée donc avec des images satellites qui permettent de gérer donc les ressources hydriques et de prévoir les, de prévoir les périodes de sécheresse et d'optimiser les irrigations. Et donc, cet outil, ce sont des outils qui sont en ligne. Vous pouvez taper ça sur Internet, vous allez voir toute la documentation qui est autour, vous allez voir la plateforme, vous allez voir tous les détails qui sont faits et à quel niveau ils en sont. Voilà, je pourrais partager cette présentation avec vous. Il y a tous les URL de tout ce que je présente là disponibles dans la présentation. Alors, toujours en termes de ressources naturelles, le suivi des forêts, il y a Global Forest Watch, qui est un outil qui utilise l'IA pour surveiller la déforestation en temps réel, évaluer la santé des forêts et soutenir des initiatives de conservation de par le monde. Alors, cet outil est en ligne est disponible pour aller pour visualiser, voir. Alors, il est possible de télécharger cette donnée et de voir à quel point dans votre environnement ce qui se passe et de voir ce que l'IA a pu permettre aux gens d'implémenter. En termes de gestion des ressources naturelles, toujours, il y a le projet MAP, Monitoring of ND, Amazon Project, qui utilise donc les images satellites et l'IA pour détecter et alerter sur la déforestation en quasi temps réel. Alors, contribuant ici à la protection de, de l'une des forêts les plus vitales au monde, qui est l'Amazonie. Alors, cette, cette,
Alors, sur cette plateforme, vous allez constater dès que vous irez dessus qu'il y a un dashboard, et également une partie euh, visualisation cartographique qui permet donc de voir en temps réel ce qui se fait et les statistiques sont disponibles, tous les éléments qui permettent donc à un décideur de prendre des décisions, ils sont effectivement. Alors, le second outil ici, c'est Global Fish Watch, d'accord, qui vient pour lutter contre la pêche illégale. Alors, ça qui est l'image qui est juste en bas à gauche là. Donc, l'outil utilise l'apprentissage automatique, machine, machine learning, pour analyser des milliards de points de données provenant des systèmes de suivi des navires, détentant ainsi les activités de pêche illégale et contribuant à la gestion durable des océans. Alors, c'est un outil très intéressant. Je vous invite à aller à faire un tour dessus. Et il y a plein d'informations. Il y a beaucoup de données qui sont là. Ça vous donne une petite idée de ce que les gens font. Alors, toujours dans la gestion des ressources naturelles, les forêts et le reboisement assisté par l'IA, il y a One Forest Vision qui est, et- qui est un projet du bassin du Congo avec, qui utilise donc des sentinelles, des images sentinelles avec l'intelligence artificielle pour cartographier avec précision à l'échelle de l'arbre individuel. Vous imaginez cela, c'est vraiment fou. Évaluation. Ils font une évaluation du stockage de carbone en forêt tropicale. Ils font également la détection précoce de la dégradation forestière. Ensuite, il y a le projet Kenya qui est une plateforme GeoEye pour le suivi de 15 milliards d'arbres plantés dans le cadre du reboisement national. Donc, c'est une campagne qui avait eu lieu, qui avait permis de planter dans les 15 milliards d'arbres. Et ce projet a été mis en œuvre juste après cette campagne pour faire le suivi de l'effectivité de l'évolution donc de ces différents plans qui ont été mis à terre. C'est assez, c'est assez fou comme projet. Alors, toujours dans la gestion des ressources naturelles, ce projet, ce qui m'a intéressé le plus, regardez juste le test qui est juste en bas, 170 000 images satellites réparties sur 152 000 paires temporelles, couvrant 62 classes d'utilisation des sols dans 197 pays. Vous imaginez le nombre de terra, terraotés de données qui sont utilisés pour, pour, ce, pour ce modèle et et qui a permis grâce à, qui a fait, qui a été utilisé qui a été utilisé grâce au modèle ChatGPT 4 et Gemini pour permettre donc d'obtenir donc les résultats assez concluants. C'est vraiment fou comme quantité de données à traiter assez, assez rapidement et de pouvoir sortir des données assez précises. C'est fou. OK. Dans le cadre donc de l'urbanisation et l'aménagement du territoire, les outils géomatiques enrichis à l'IA optimisent donc la planification urbaine et améliorent la qualité de vie des résidents et rendent nos villes beaucoup plus intelligentes et durables. Alors, il y a deux projets. Il y a un projet donc dans les smart cities. Donc, l'IA analyse les données géospatiales pour optimiser le trafic, la consommation d'énergie et la gestion urbaine dans, 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 dans les différentes villes. Alors, ce projet, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est assez intéressant. Ensuite, le second projet, c'est Evraka Smart Waste. C'est une startup qui existe donc dans la gestion intelligente des déchets avec l'usage des capteurs, avec l'IoT exactement, l'usage de l'IoT, des drones, avec la géolocalisation de toutes les infrastructures de collecte des déchets, avec la géolocalisation également de, de tous les clients, de tous les points d'apport volontaire et tout. Et ils font un travail assez fou. Pour faire un tour, vous allez voir même le dashboard est assez bien détaillé. Elle permet donc d'avoir toutes les informations nécessaires au manager pour une bonne prise de décision, toujours avec l'IA. Alors, à propos des catastrophes, des risques de la résilience face aux catastrophes naturelles, il y a la prévision des inondations, donc un système comme Copernicus Emergency Management utilise les données géospatiales et l'IA pour prédire et cartographier les zones à risque d'inondation
dans une, avec une grande précision. Je vous invite à aller faire un tour. J'ai une petite illustration dans le prochain diapositive. Vous verrez ça. La détection des sismiques précoces également. Alors, quand il y a un tremblement de terre, il veut y avoir un tremblement de terre, il y a des capteurs qui sont installés un peu partout sur le territoire qui permettent donc de remonter les informations. Et une analyse est faite en temps réel pour prévenir en cas de, de catastrophe sismique. Ensuite, suivi des épidémies, il y a Blue Dot. C'est une plateforme développée par une startup qui vient donc pour démontrer l'efficacité de l'IA et la géomatique pour suivre la propagation des maladies comme le Covid et informer donc des stratégies de suivi de santé publique. Voilà, voilà, donc voilà les deux plateformes. Celui d'en haut, c'est celui qui, qui vient donc pour implémenter donc, les risques d'inondation et celui d'en bas, c'est pour les, les risques de catastrophes naturelles. Alors, toujours dans le cadre de la résilience face aux catastrophes naturelles, il y a Google Flood Hub. C'est un projet développé par Google. D'accord. C'est une plateforme qui combine l'IA et l'intelligence artificielle pour anticiper les crues et envoyer donc des alertes à 460 millions de personnes dans le monde. Alors, ce projet couvre donc 80 pays avec une attention particulière sur les régions africaines à haut risque. D'accord. Donc, ces données sont disponibles, la plateforme est disponible en ligne et les données sont téléchargeables en ligne pour pouvoir faire d'autres études, d'autres analyses si vous le souhaitez. Alors, dans les transports et les infrastructures, dans les transports et les infrastructures, l'intégration de l'IA géomatique optimise la planification et la construction et la maintenance de nos réseaux essentiels, les rendant plus sûrs, plus efficaces et plus durables. Donc, comme celui que vous connaissez le plus, c'est Google Maps. Il n'y a pas plus indiqué pour expliquer comment l'IA est dans notre existence et dans tout ce que nous faisons au jour le jour. C'est Google Maps. L'IA du Google Maps prédit le trafic en temps réel, améliorant la fluidité, réduisant les embouteillages et optimisant les itinéraires de transport. Quand vous allez d'un point A à un point B, vous demandez à Google de vous donner le chemin le plus rapide. C'est l'IA qui fait tout ce travail en fond pour vous permettre d'aller plus rapidement à votre point B. C'est ça. Le suivi des projets de construction, ça c'est fait avec les drones et l'IA. Un suivi avec un rapport qui est fait, qui est envoyé donc à différentes directions pour suivre donc l'évolution des projets de construction. Là, c'est la base en Afrique toujours. Alors, en termes de santé publique et d'aide humanitaire, il y a Malaria Atlas Project, qui est une solution développée pour le paludisme, qui utilise une cartographie interactive et des modèles d'IA pour cibler donc, les zones à risque et lutter contre les épidémies comme le paludisme, améliorant donc la planification des campagnes de santé. Nous avons également un projet développé par le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui déploie l'IA et la géométrie pour acheminer l'aide de manière plus efficace aux populations vulnérables, maximisant l'impact des ressources. Ça aussi, c'est disponible en ligne pour vous pouvez cliquer pour avoir une idée de comment est-ce qu'ils évoluent dans ce sens-là. Voilà la plateforme pour le paludisme et avec les statistiques, avec un dashboard qui est disponible et tout. Alors, nous venons maintenant aux outils révolutionnaires au service de cette synergie GeoAI. On ne peut pas parler de GeoAI sans parler de Google Earth Engine, qui est un outil qui, quand nous nous rappelons de comment nous faisions nos traitements d'images auparavant et comment on le fait aujourd'hui avec GeoFEI, vraiment, c'est vraiment fou. Hein? C'est un changement radical de comment est-ce que nous faisions par rapport à aujourd'hui. Voilà, c'est une plateforme cloud voilà, pour l'analyse géospatiale à grande échelle, offrant un accès à des pétaoctets de données satellites en temps réel. Et aussitôt que vous mettez les lignes de code, vous avez accès à ces données. Alors, il y a deux projets qui ont utilisé l'API, donc le Geo F Engine, qui a été développé donc
Il s'agit de Spatia FAI et Gravecast. Ils sont des projets très intéressants. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Ensuite, QGIS, mon ami de tous les jours, qui a en son sein également des plugins AI qui font un travail formidable également. Je voulais attirer votre attention sur deux outils. Il y a Vectorization, automat, vectorisation automatisée, pardon, et il y a segmentation d'image. Donc, ces deux outils, il y a Gunter Label et Deepness. Ces deux outils sont des plugins basés sur l'intelligence artificielle qui travaillent assez bien avec l'écosystème QGIS. Voilà. Ensuite, il y a TensorFlow spatial. Ceux qui ont toujours, ceux qui ont entendu beaucoup parler de l'intelligence artificielle, qui ont lu énormément dessus, donc on est TensorFlow. Alors, TensorFlow, c'est sa version spatiale. C'est une extension de TensorFlow qui est dédiée donc à l'analyse et à la modélisation des données spatiales permettant d'intégrer l'IA dans les cadres d'usage géographiques et environnementaux. Voilà. Il y a de la documentation ici, vous pouvez aller voir. Et nous ne pouvons pas développer tout ça sans parler également de Esri, le, le patron, le patron de tous les géomaticiens. les, cette industrie est en vie grâce à Esri. Cette industrie est nourrie, est développée et est aujourd'hui à la lumière de tout le monde grâce à Esri. Donc, au sein de l'écosystème Esri, il y a un assistant IA qui est développé au sein de l'écosystème qui permet donc avec du langage naturel de travailler avec une base de données, travailler avec ces données, travailler avec ces différentes couches. Vous lui mettez juste l'information de façon textuelle et il vous aide à faire tout ce que vous voulez. Production des cartes, extraction d'informations, tout ce que vous avez besoin de faire dans l'écosystème et Esri. Vous pouvez le faire grâce à l'assistant IA qui est développé, qui est disponible aujourd'hui dans cet écosystème. Si vous avez une version propriétaire, je vous invite à aller à jeter un coup d'œil. C'est très, très, très intéressant. J'ai vu ces implémentations, j'ai vu sa mise en œuvre beaucoup de fois. Donc, c'est assez intéressant. Alors, nous allons parler aussi de Digital Health Afrique, qui est un projet qui est. Moi, j'ai entendu parler de ça récemment, mais c'est un projet africain. Bon, africain, mais financé par l'Union européenne. Donc, permet donc de rendre beaucoup disponible des données satellitaires et permet donc de travailler sur des thématiques comme l'eau, l'agriculture, l'urbanisation, la végétation et des outils d'analyse comme des API, un notebook à l'intérieur et un notebook à l'intérieur et des cartes interactives qui sont disponibles à l'intérieur pour permettre de, de, de travailler, de faire de la recherche, de faire des applications de la géométrie dans n'importe quel domaine. Et également, il y a une partie qui permet également de se former également sur différents outils. Et c'est très intéressant. Donc, dans mes lectures, il y a eu des applications que j'ai vues dans le suivi des lacs, dans l'érosion côtière, la l'urbanisation, dans l'agriculture que j'ai vu. C'était très intéressant en tout cas. Alors, il y a également Sentinel Hub ou Browser, qui est une plateforme révolutionnaire qui combine la géomatique et l'IA pour démocratiser l'accès au traitement massif et la visualisation interactive des données satellites en temps réel, en temps quasi réel. Et je vous invite à aller faire un tour. Les données satellites sont disponibles dessus. Il y a beaucoup de données qui sont disponibles dessus. Il y a beaucoup d'exemples donc d'applications d'utilisation de ces données pour résoudre plusieurs problèmes donc, de l'environnement. Vous aurez pas mal d'informations sur cette plateforme. Alors, je suis tombé également sur Follow qui est un logiciel une application web qui permet donc une surveillance hydrologique évolutive en temps réel. Et ces applications permettent de collecter et de surveiller plusieurs capteurs et des capteurs installés un peu partout sur le territoire et d'interagir avec une plateforme cloud pour analyser et traiter ces données-là de manière beaucoup plus interactive, beaucoup plus rapide. Alors,
Il y a également GeoAI, qui est une bibliothèque Python open source disponible sous licence MIT qui permet une visualisation avancée des données, une préparation, un traitement des données, une analyse de l'intelligence artificielle grâce à l'intelligence artificielle d'image. Alors, elle permet une détection, une surveillance environnementale de, dans n'importe quel type de données dans, dans notre environnement. Il fait également une analyse et un traitement d'images géospatiales. Il fait également, permet également une application sectorielle spécialisée donc, sur certaines thématiques comme l'empreinte de bâtiments par région, l'énergie renouvelable, la cartographie thématique des zones humides et des propriétés géométriques, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'applications qui sont présentées et j'ai eu la chance de tomber sur plusieurs publications qui se sont servis donc de cette librairie pour faire beaucoup de choses. C'est assez intéressant. Alors, il y a Green Finder, l'IA géomatique pour cartographier les réseaux électriques. Alors ça, c'est sur toute l'étendue c'est pour le monde entier. GreenFinder repousse les frontières de l'analyse sociale en alliant l'intelligence artificielle et la géomatique open source pour cartographier et prédire l'emplacement des lignes de réseau électrique. Vous imaginez sur tout un territoire, dans tout le monde entier, vous imaginez le travail fou qui a été fait. Alors, en Afrique de l'Ouest, plus de 600 millions de personnes vivent encore sans électricité, donc principalement en zone rurale. Vous imaginez, ce travail pourrait permettre de voir beaucoup plus clairement dans nos contrées, dans nos pays, et là où se situe notre niveau de déploiement de notre réseau électrique. C'est très important. Alors, et ce diapositive, vous aurez remarqué, ce diapositive est en rouge parce que c'est un signe d'alerte. En conclusion, c'est dit que euh, l'IA, effectivement, c'est quelque chose de très, très, très actuel et c'est un phénomène de mode, beaucoup plus de mode. Et il faut faire très attention à l'usage de ces outils parce que euh, les dangers et les défis de l'IA sur l'environnement sont vraiment immenses. Alors, il est important donc de faire très attention à cela. Et si ce que vous voulez faire n'est pas, vous ne pouvez pas le faire sans l'IA, utilisez l'IA. Mais si vous pouvez le faire sans l'IA, faites-le sans l'IA, tout simplement. Il n'est pas obligatoire que vous utilisez l'IA pour tout ce que vous voulez faire. C'est pas très bien. Il y a des impacts déjà sur l'environnement et nous le ressentons et nous allons le ressentir de plus en plus. Alors, et en termes d'énergie et de gaz à effet de serre, les centres de données sont énergivores. Vous savez que pour implémenter une intelligence artificielle, il faut un serveur, il faut, il faut beaucoup d'informations, il faut beaucoup de données. Et donc, il faut des serveurs, il faut des endroits pour les empaqueter, pour les entreposer, pour leur permettre de travailler beaucoup plus efficacement et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, ces centres de données sont énergivores. Quand on dit énergivore, ça veut dire que il y a, y a rejet de gaz à effet de serre, entraînant une forte hausse des émissions. Ensuite, de l'eau. En matière d'eau, l'usage massif d'eau douce pour refroidir les serveurs ou avec des risques de pollution. Ensuite, en termes de matières premières, l'extraction intensive de lithium et de cobalt, ce qui entraîne des déforestations et des impacts sociaux. Les déchets électroniques, volume record ces dernières années, recyclage faible, pollution toxique. Les effets indirects, donc les risques de rebond, des surconsommations et d'incertitudes sur les impacts futurs. Donc, il est important donc de réfléchir beaucoup sur ce qu'il faut faire, de comment est-ce qu'il faut le faire et de ne pas tout de suite choisir d'utiliser l'IA pour résoudre tous les problèmes que nous rencontrons. On peut utiliser d'autres moyens que nous avons l'habitude d'utiliser d'ailleurs sans que ça ne nous gêne vraiment. Et il faut tenir compte du fait également que et, et, c'est coûteux, c'est coûteux en termes de, 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 de fonds à injecter dans un premier abord et peut-être après peut réduire ces montants, ces coûts-là. Je vais vous donner un exemple. Une cartographie totale du territoire de la France a été faite avec euh, par,
par l'IGN France pour permettre de collecter le maximum de données et également de faire la cartographie du territoire et de permettre aussi, grâce à cette collecte de données, de nourrir une intelligence artificielle pour le permettre dans les autres années à venir de dépenser moins d'argent pour la mise à jour de la cartographie topographique. Et donc, cette cartographie, au premier abord, a coûté dans les 20 millions d'euros. Et les années qui ont suivi, pour la mise à jour de cette cartographie, ils utilisent dans les 5 millions d'euros pour chaque mise à jour de cette donnée. Et vous savez que chaque fois qu'il y a cette implémentation, mais cette mise à jour est faite, il y a des serveurs qui sont utilisés, il y a de la ressource qui est utilisée pour permettre au modèle de bien tourner et de donner les résultats assez concluants. Alors, il y a une utilisation du GeoEI responsable. Alors, il faut prioriser les objectifs, utiliser l'IA de manière ciblée, éviter les modèles énergivores quand des alternatives frugales existent. Alors, quand vous avez une autre alternative moins énergivore, utilisez-la. N'utilisez pas forcément l'IA pour tout régler comme problème. Alors, renforcer la transparence. Exiger donc des informations claires sur l'empreinte environnementale et développer des cadres réglementaires. C'est clair. L'empreinte environnementale de l'IA doit être dissociée donc de l'empreinte environnementale de toutes les autres industries pour qu'on sache exactement l'impact que l'IA a donc sur cette évolution de l'émission de gaz à effet de serre. Ensuite, il faut également investir sur l'éducation. Il faut former une nouvelle génération d'experts capables de diriger et d'interpréter ces outils et de les implémenter également. C'est assez important. Alors, pour finir, il faut favoriser la collaboration, encourager les partenariats publics-privés et les coopérations internationales pour une utilisation responsable. C'est-à-dire que si ces mêmes serveurs sont partagés par plusieurs utilisateurs, ça va être beaucoup plus intéressant que chaque utilisateur ou bien chaque gouvernement ou bien chaque industrie installe donc ses propres serveurs, ce qui multipliera donc ces émissions-là et permettra davantage d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, en bonus, il y a quelques points ici qui sont très intéressants que je vous invite donc à consulter dès que vous aurez un peu de temps. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'ai déjà pris assez de temps. Je suis à la fin de ma présentation. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci de votre attention et je suis disposé à répondre à vos questions. Merci. Merci, docteur. Est-ce que vous voyez comment les participants sont en train de manifester leur joie? En tout cas, moi, j'ai savouré cette présentation. Félicitations à vous. Merci pour cette belle présentation. Alors, chers participants, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Chers participants, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Oui, Monsieur Paulin, vous avez la parole. Monsieur Paulin, levez la main, vous avez la parole, s'il vous plaît. Alors, Ok, merci beaucoup à vous pour la parole accordée. Merci beaucoup au formateur. J'ai beaucoup aimé la présentation. Moi, je voudrais demander si on pourrait avoir accès à la présentation, soit dans le chat. Je pense que ça serait très bien pour nous. Et oui, c'est ma question. Je n'ai pas une question. Merci beaucoup. oui, Monsieur Paulin, le docteur a dit qu'il va partager avec nous. Merci. Monsieur Comlan, vous avez la parole. Monsieur Comlan, levez la main, vous êtes là? Alors, Monsieur Cadet, vous avez la parole. Je suis là. Et voilà, et merci. Allô? Je lui laisse la parole d'abord, mais je peux intervenir. Allô? Monsieur Cadet, vous pouvez poser votre question. Après, nous allons prendre la question de Monsieur Comlan. D'accord. Et voilà, je remercie beaucoup le présentateur. Et ce que j'ai comme question par rapport au domaine d'intervention, il a mentionné l'anticipation de l'urbanisation et surtout les impacts climatiques.
Je voudrais qu'il soit un peu plus pointu par rapport à la gestion de l'anticipation de l'urbanisation, quoi. D'accord, merci bien. Avec, Docteur, voilà, avec le jeu IA. ok. Docteur Pierre, vous êtes là? Oui, oui, bien sûr, je suis là. D'accord, vous avez la parole, s'il vous plaît. Ok. Je n'ai pas très bien compris la question, mais je vais quand même. J'ai parlé de. C'est de m'expliquer un peu comment on procède, surtout comment se fait l'anticipation de l'urbanisation avec l'outil GeoIA, quoi. J'ai parlé d'anticipation à quel niveau? Au niveau des domaines d'intervention, vous avez parlé d'anticipation de l'urbanisation et les impacts climatiques avec l'outil GeoIA. Moi, c'est Anticipation. surtout savoir comment ça fonctionne, quoi. Comment me donner plus de directives par rapport à cette partie-là. Ok, d'accord. Je vais développer ça rapidement. Alors, vous savez que l'intelligence artificielle repose sur l'informatique. Et l'informatique, avec l'intelligence artificielle, viennent donc apporte deux choses donc, aux sciences de l'environnement. Il y a l'optimisation et la rationalisation. Et donc, ceci, vous devez le transposer donc, dans nos villes et contrées. Et cette implémentation dans une ville se rejaillit donc dans presque tous les domaines d'activité. Nous allons prendre un seul exemple pour pouvoir illustrer ce que je vais dire. Nous allons parler par exemple des Smart City, par exemple. D'accord? Alors, et grâce à l'intelligence artificielle et grâce aux modèles existants et aux modèles que vous pouvez implémenter, vous pouvez arriver à analyser donc le territoire. Vous pouvez en extraire tous les objets dont vous avez besoin, bâtiments, infrastructures, routes, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez entraîner votre intelligence artificielle à prédire comment seraient les zones même périurbaines de votre ville. Et donc, dès que vous avez cette anticipation, vous avez cette analyse qui est faite, vous pouvez anticiper sur toutes les problématiques qui pourraient engendrer donc cette évolution de cette démographie et également cette évolution de cette urbanisation. Et donc, il est simple. Ce que je dis, c'est simple. Hein. Faut même pas, n'allez pas très loin dans vos réflexions. Sachez que quand on parle d'intelligence artificielle, dans sa branche la plus connue, c'est le machine learning. Le machine learning, il y a deux façons de faire du machine learning. Il y a la façon supervisée et la façon non supervisée. Alors, façon supervisée, la manière supervisée, c'est que vous lui donnez des données, vous collectez le maximum de données sur votre ville, dont vous jugez les plus pertinentes et que vous pensez que avec cela, il pourra vous permettre d'avoir les résultats que vous escomptez. Et vous faites en sorte que ces données ces données collectées soient les plus précises possibles, les plus correctes possibles, les plus justes possibles. Et là, lui, il analyse et puis il arrive à vous faire des analyses prédictives sur comment est-ce que va se comporter la ville, comment est-ce que où est-ce qu'il faut mettre les différents arbres fruitiers ou bien les arbres pour donner de l'ombrage, là où il y aura beaucoup plus de d'agglutination donc des immeubles en fonction de la position géographique de certaines infrastructures publiques ou bien certains commerces et tout ça. Et il y a une seconde façon, la façon non supervisée, où vous lui donnez pas au départ des informations, mais vous le laissez, d'accord? Vous le laissez donc s'entraîner avec 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 un apprentissage automatique. Et donc, il s'entraîne et par la suite, il arrive à vous sortir donc, des données, des analyses qui sont liées donc à des analyses que pourrait faire un être humain, un humaniste.
sur comment est-ce qu'une ville doit se comporter ou bien une ville doit se développer. C'est aussi simple que cela. Mais dites-vous que ce pas des thématiques qui sont à l'échelle d'un étudiant. C'est des thématiques qui sont à l'échelle d'un pays. Ces choses ne peuvent être implémentées que dans un pays. Parce que ça donne beaucoup de ressources, ça donne beaucoup de technologies, ça donne beaucoup de ressources humaines qui doivent travailler en concert avec plusieurs spécialités, plusieurs domaines, plusieurs chercheurs pour pouvoir arriver à ces résultats. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Merci, docteur. Avant de passer la parole à M. Comlan, je voudrais rappeler aux participants que seuls ceux qui ont pu remplir la liste de présence auront droit aux présentations. Donc, c'est très important. S'il vous plaît, essayez de remplir le formulaire. Et comme ça, vous aurez droit on va vous partager les présentations. Merci. Monsieur Comlan, vous êtes là, vous avez la parole. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, les présentateurs. Et il y a une partie de ma préoccupation qui est déjà prise en compte pour le second présentateur. Mais pour le deuxième présentateur, je voudrais savoir si nous aurons aussi sa présentation. Et ma deuxième préoccupation est comme que ce soit les deux docteurs ont parlé de l'IA, et comme c'est une nouvelle technologie qui est à la mode, comme il a dit à la conclusion, et je voulais demander, est-ce qu'il existe un IA qui est plus performant que l'autre actuellement sur le marché? Merci. Et comment nous devons remplir la liste de présence, parce que j'ai essayé, je n'arrive pas. Ok, merci à vous, hein. Merci pour votre question. Ok, donc il faut bien comprendre, hein. Il faut bien comprendre. L'intelligence artificielle, c'est une partie de l'informatique, c'est une branche de l'informatique qui vient donc pour aider, d'accord, les sciences de l'environnement à résoudre ces problèmes les plus complexes, les plus difficiles à gérer par les différents outils que nous avions auparavant. Et donc, il n'y a pas une IA qui est mieux que l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une thématique, d'accord, c'est une spécialité de l'informatique qui permet donc de mettre en place des systèmes, d'accord, qui imitent les processus cognitifs humains, qui imitent l'être humain dans sa réflexion, dans sa manière de réfléchir, et peut-être va même beaucoup plus loin que ça. Et donc, dans ce cadre-là, si vous, dans votre laboratoire, d'accord, vous avez un laboratoire, vous êtes dans un chercheur, vous êtes dans un laboratoire, vous pouvez mettre en place une intelligence artificielle, d'accord, pour résoudre un problème X. D'accord, vous pouvez mettre en place une petite intelligence artificielle juste pour détecter comment je vais dire ça maintenant, les arbres. Vous pouvez mettre une intelligence artificielle pour distinguer telle espèce d'arbre de l'autre. Ça dépend de vos problématiques, ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous pouvez mettre en place juste une intelligence artificielle pour résoudre quel que soit le problème que vous avez. Donc, il existe des intelligences artificielles, il y en a tellement. Il existe de façon, c'est-à-dire générale, qui font presque tout. C'est-à-dire, presque tout, je dis là, c'est pas vraiment tout, hein, qui font beaucoup de choses. Il y en a qui sont pointus, qui font rien que une chose à la fois. Et l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. L'ancien mon confrère l'a dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est pas du tout nouveau. C'est plutôt l'intelligence l'IA générative, les chats GPT là, qui sont vraiment nouveaux et qui font qu'il y a l'intelligence artificielle à le vent en poupe actuellement. Mais nous utilisons l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle depuis longtemps sans le savoir. Quand vous faites une classification de l'image, vous utilisez l'intelligence artificielle. Quand vous faites
une segmentation d'image, utiliser l'intelligence artificielle sans le savoir. Il y a derrière des algorithmes qui travaillent en imitant l'être humain déjà. Donc, tout ça là est déjà implémenté dans la plupart des logiciels que nous utilisons et que nous utilisons depuis sans le savoir. Ouais. Et donc, ce que vous avez, question que vous avez posée, je voulais que vous soyez beaucoup plus pointu. Est-ce que je voudrais que vous me dites exactement dans quel domaine vous travaillez pour qu'on voit quel serait l'outil déjà d'intelligence artificielle déjà existant que vous pourriez utiliser pour aller beaucoup plus vite. Là, je pourrais plus facilement vous répondre. Je pourrais vous donner des éléments. Si j'en ai pas, je vous dis que j'en ai pas. Et je vais peut-être faire peut-être des recherches et vous revenir là-dessus. Si, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Oui, merci. Et moi, je suis dans l'environnement et dans l'évaluation environnementale. L'évaluation environnementale. L'évaluation environnementale. Je ne sais pas, je n'ai pas ma connaissance, un outil qui est spécialisé uniquement dedans. Mais si vous évaluez l'environnement, c'est que vous avez besoin d'une cartographie d'un territoire. Vous avez besoin donc d'avoir toutes les couches nécessaires pour mieux évaluer l'environnement. Et donc, les données existantes et les modèles existants, tous peuvent faire l'affaire. Si vous avez des compétences techniques, vous pouvez utiliser chez Google Earth Engine. Si vous êtes dans une structure où vous avez une application propriétaire pour utiliser la suite Esri, vous pouvez aller beaucoup plus vite avec ça. J'ai parlé d'un outil également, il y a DeepNess, qui est très bien également dans la segmentation d'images. Ça dépend des problèmes que vous voulez résoudre dans votre évaluation, dans le cadre de votre évaluation environnementale. Ça dépend de la thématique pointue sur laquelle vous voulez travailler, sur lequel vous travaillez pour le cas dont vous parlez. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, ça va, je vous ai déjà donné des informations qui me permettent, bon, comme je suis dans l'environnement et la protection des ressources naturelles, j'ai vu que vous avez donné quelques éléments. Quand j'aurai la présentation, je vais mieux voir ce que je peux utiliser dans ce que vous avez fourni comme outil. Merci. Merci à vous. Ok, moi j'ai une question, si c'est possible, si on n'est pas trop en retard. Alors, chers participants, vous savez qu'on a pris plus de temps que prévu. D'accord, il n'y a pas de Votre micro est activé. Non, je disais que j'avais une question, mais si c'était vraiment pris par le temps, bon, je peux peut-être laisser après. Ok, vous avez 2 secondes pour poser votre question, s'il vous plaît. D'accord. Non, j'ai une question, une petite question. Actuellement, nous sommes en train de vouloir faire l'identification du bâti ici au Burkina, et surtout les maisons en hauteur. Je ne sais pas s'il y a un outil vraiment qui existe qui peut nous permettre de faire cette discrimination pour choisir vraiment véritablement les maisons en hauteur, c'est-à-dire les R+1 et autres, les immeubles. Est-ce qu'il y a un outil quand même qui existe où on peut faire cette discrimination, vu qu'actuellement, pour l'utilisation des images LIDAR, pour utiliser des drones, vraiment, c'est vraiment très coûteux. Est-ce qu'il y a des outils par rapport à ça? Merci. Ok, merci beaucoup. Vous savez, il y a certaines études qui ont été faites dans d'autres pays, d'accord, où des données ont été fournies, donc des données de LIDAR, comme vous le dites, les nuages de points sur format LIDAR, ont été fournis donc à des intelligences artificielles pour mieux, pour identifier, donc pour faire la 3D. Et ceux qui n'ont pas de détails, on est dans le domaine de la 3D. Et donc,
vous êtes conscient que ces outils-là ne peuvent pas être transposés depuis ces pays-là en Afrique, puisque le contexte est complètement différent. Même les données qui ont été utilisées pour nourrir donc ces modèles dans ces pays-là seront très différents des données qui sont contextuelles, qui sont de notre environnement ici. Et donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'outils qui vous permettent donc de faire ce travail sans aller sur le terrain. Sans aller sur le terrain. Il faut absolument aller sur le terrain. L'outil dont j'ai entendu parler, je n'ai jamais implémenté ça, que j'ai vu une fois déjà, c'est Survey 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une application de la suite Office qui est utilisée donc, pour faire de la collecte de données de terrain. Et donc, à l'intérieur du Survey, il y a un assistant IA qui permet donc de prendre des photos, d'accord, de prendre des photos du bâtiment. Quand vous êtes devant le bâtiment, vous prenez la photo et il y a un algorithme basé sur l'IA qui est en fond qui permet d'analyser la photo et d'en sortir toutes les caractéristiques de l'habitation. Il peut vous dire que c'est peinturé, il y a des carreaux, tel nombre d'étages, il y a quoi au niveau. Ça donne toutes les caractéristiques du bâtiment, toutes les caractéristiques de la propriété. Et donc, ça aussi, il faut que des gens se déplacent pour aller sur le terrain. Donc, il va falloir comparer donc, cet outil, l'utilisation de ces outils-là avec la prise de vue par drone et donc l'utilisation donc, de ces deux outils. Est-ce que lequel des deux pourrait aider donc, à réduire en tant sorte que les coûts d'implémentation de votre projet? Et donc, c'est ce que je peux dire là-dessus. Je ne sais pas si mon confrère a une idée là-dessus. Moi, je n'ai pas d'autres idées là-dessus. Merci. Et docteur, effectivement, je suis en phase avec vous. Hein. Je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas de données d'entraînement parce que quand on parle d'intelligence artificielle, il faudra déjà entraîner ces modèles-là sur des données qui sont in situ, donc qui nous concernent. Par exemple, il y a un outil que j'entends. Je n'avais pas pris connaissance de Survey 1, 2, 3, mais je pense qu'il y a Global Building Atlas. Donc, c'est un peu une plateforme de visualisation des bâtiments 3D. Okay, mais c'est vraiment pour la visualisation à l'état actuel, donc avec le niveau LOD 1. Mais cependant, le problème que vous avez soulevé, il est là en fait. Donc, quand tu viens en Afrique, par exemple, tu peux retrouver effectivement les bâtiments, mais en ce qui concerne la hauteur ou bien certains emplacements, c'est pas correct. Je pense que l'autre fois, j'étais en train d'explorer ça. Donc, prendre un village et je suis allé sur une école, donc c'est notre village, et je trouve que la hauteur, l'essentiel de la hauteur des bâtiments est de 1 mètre et quelques, alors que c'est absolument pas le cas. Ça, c'est juste parce que les données ont été entraînées normalement dans d'autres contextes, alors que donc tu essaies de les adapter au contexte africain, sénégalais. Il arrive à détecter les bâtiments, mais pour la hauteur, donc il y a un souci. Donc moi, je connais un outil, mais peut-être celui-là peut être amélioré de telle sorte que pourra être utilisé pour la visualisation et voir l'extraction de ces données. À part ça, je n'ai pas de questions. À part aussi vous remercier pour la très très belle présentation, pour les outils, les pépites que vous nous avez partagés. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci cher expert, merci au docteur Pierre aussi. Chers participants, nous avons passé plus de temps que prévu et nous vous présentons nos sincères excuses. Nous espérons que nos excuses sont accordées. Hein? Alors, merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre présence, vos échanges lors de ce webinaire. Vous savez que nous avons appris, nous avons découvert tous ensemble comment la géomatique et l'intelligence artificielle peuvent nous aider à relever les défis environnementaux. Et ce moment, nous l'avons partagé avec le docteur Tumbo Pierre et l'expert Abdou.
que nous remercions déjà pour leur engagement. Nous espérons très bien que cette rencontre sera pour nous une source d'inspiration. Nous n'allons pas apprendre et emmagasiner ces savoirs que nous avons acquis ce soir. Mais nous allons plutôt, j'y arrive, les utiliser pour atteindre ces objectifs. Comme vous le savez, ce n'est pas moi qui vous apprends quelque chose de nouveau. Prendre soin de l'environnement, c'est préserver la vie, car notre avenir dépend de l'équilibre de la nature. Donc, avec l'IA ou sans l'IA, nous devons protéger l'environnement. Nous devons relever les défis environnementaux. Mais puisque l'IA nous aide, nous allons l'utiliser avec modération, comme l'a dit le docteur hier, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Alors là, s'il n'y a plus quelque chose à se dire, moi, je vous souhaite et toute l'équipe vous souhaite une très belle continuation et à très bientôt pour de nouvelles opportunités. Merci pour votre présence, merci pour vos échanges. À très